Fantôme, qui est un film qui est sorti cet été de Jonathan Millet et qui n'est pas la star de la sélection en termes de locomotive, mais moi qui est un film que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est super qu'il ait été pris dans cette sélection Télérama pour que vous puissiez le redécouvrir ou peut-être le découvrir parce que je pense qu'il n'a pas été assez vu. Et du coup, est-ce que juste tu peux nous redire comment arrivent les films et justement l'équilibre peut-être entre les locomotives qui doivent emporter tout le reste et faire réémerger des films parce que c'est aussi toute la qualité de ce festival. Alors en fait, à la base, c'est un processus très démocratique. C'est tous les journalistes de la rubrique cinéma, que ce soit les permanents ou les pigistes, qui votent, qui choisissent leurs 10 films de l'année. Je leur demande de les classer même pour faire des pondérations s'il y a des ex-aequo. Et pour celui-là, il n'y a pas eu besoin de lui forcer le passage parce qu'il est arrivé très très haut dans les votes. En fait, si vous regardez le programme du festival, en fait, c'est dans l'ordre de préférence en fait, des journalistes de Télérama, et de mémoire, celui-là, il est troisième. À ma grande surprise d'ailleurs, je savais que le film avait été très apprécié par mes collègues, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et voilà, en fait, c'est un film il est sorti très peu de temps après qu'on l'ait découvert. Il était sélectionné en séance spéciale à la Semaine de la Critique à Cannes. Et le distributeur Memento a décidé de le sortir très vite en juillet, avant le début des Jeux Olympiques, en disant mais les gens vont peut-être encore aller au cinéma à ce moment-là, après ils iront plus. Donc voilà. Donc le film il n'a pas trop mal marché, mais effectivement il n'est pas resté suffisamment longtemps à l'affiche pour gagner plus de spectateurs, parce que c'est un film qui appelle un peu le bouche à oreille. Et oui, je pense que ça va vous plaire, vous aurez envie d'en faire profiter vos proches après. Et je pense que mes collègues et moi-même avons choisi ce film parce que il montre bien la vitalité du cinéma français cette année, en particulier des premiers films, parce que c'est un premier film. Alors, le réalisateur n'est pas exactement un perdreau de l'année non plus, hein. Il vient du documentaire, il a fait plusieurs documentaires assez remarquables et très marqués. C'était sur l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc, et donc il suivait des migrants qui essayaient de gagner l'Europe par cette enclave-là, et c'est impossible parce que c'est des barrières, c'est des grillages qui font 3 mètres de haut, voilà. Et il montrait, c'était un film assez beau qu'il avait fait là-dessus. Il avait fait d'autres documentaires sur le même sujet. Il a fait un moyen métrage il y a quelques années qui s'appelait La Veillée, qui était un assez beau film tourné c'est l'histoire d'une veillée funéraire en Haute-Savoie, dans une famille paysanne. Et puis voilà, ça c'est son premier long métrage de fiction. Sur un sujet très d'actualité, et c'est ce qui est assez troublant en fait. Vous allez découvrir le film dans des circonstances assez différentes de celles dans lesquelles nous l'avons découvert, parce que quand on l'a vu à Cannes, puis quand il est sorti en salle, il y avait une dictature en Syrie, la dictature de Bachar el-Assad. On pensait bien qu'elle était là pour encore très 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 longtemps, et 6 mois après, et en Cannes, il a suffi de 15 jours pour que Bachar el-Assad fuit et que la dictature soit renversée. Alors, elle va peut-être être renversée par une autre, c'est un autre problème. Mais en tout cas, voilà, c'est assez troublant parce que le film parle beaucoup de ça, de la dictature de Bachar el-Assad, puisque vous allez le découvrir, le film débute en Syrie sur un prisonnier qui a été visiblement torturé, qu'on retrouve lâché en plein désert, et après il va se passer plein d'autres choses. Mais voilà, et en fait, ce prisonnier, il sort de la fameuse prison de Sednaya, qui est devenue tristement célèbre, et qu'on a vu, vous avez tous vu, je pense, des images d'actualité de l'ouverture des portes de la prison. Les prisonniers qu'on sortait de là, ils pouvaient à peine marcher, certains avaient passé 30 ans là, enfin, voilà. Donc c'est ce que ce film raconte. Et donc après on va suivre le personnage de Hamid, donc ce prisonnier qui a réussi à joindre l'Europe en tant que réfugié politique, et qui en fait va être membre d'une cellule secrète qui cherche à traquer les criminels de guerre syriens et pour les confondre et les traduire en justice. Alors, je vous ai dit que le réalisateur Jonathan Millet venait du documentaire, il s'est extrêmement documenté pour faire ce film. Donc ces cellules secrètes ont réellement existé, je pense qu'elles existent encore d'ailleurs. Et en fait, c'est un peu comme dans l'espionnage, en fait, c'est des agents secrets qui n'ont pas le titre d'eux, mais qui agissent comme des agents secrets, qui essaient de repérer leurs bourreaux, les criminels de guerre syriens qui eux aussi ont trouvé refuge en Europe ou qui vivent là d'une manière ou d'une autre. Et ce sont des cellules qui sont implantées dans toute l'Europe avec des communications qui passent par des voies, un peu comme dans des films d'espionnage, comme dans les espions, quoi, par ce qu'on appelle des boîtes aux lettres dormantes, des lieux, des codes secrets pour pouvoir se parler. Et là, c'est une des idées géniales du film. Je ne sais pas si elle est vraie, mais si elle est vraie, c'est formidable aussi. C'est qu'ils communiquent entre eux à travers un jeu vidéo en ligne, un jeu vidéo de guerre.
Et donc c'est assez troublant, vous verrez, il y a des scènes, c'est assez vertigineux de les voir parler entre eux alors que ça se canarde autour, c'est des jeux vidéo et ça parle que de guerre, il y a des coups de feu partout et eux ils parlent, on dit bah, j'ai vu machin, c'est lui, c'est pas lui, lui il est dangereux, etc. etc. Voilà, donc ça c'est une des scènes assez troublantes du film. Alors c'est un film, on est dans un univers d'espionnage, d'une certaine manière c'est un film d'espionnage. C'est pas John le Carré non plus, mais il y a quand même une idée de suspense, c'est-à-dire que très vite, vous allez voir le héros Hamid est persuadé d'avoir reconnu son bourreau, le type qui l'a torturé, et les autres ne le croient pas forcément. Et donc il va essayer de prouver que si, c'est bien son bourreau, c'est ce que va raconter le film. Et vous allez voir, c'est un film qui se regarde beaucoup et qui s'écoute beaucoup. Et c'est d'autant plus important, cette idée d'écoute, c'est que vous allez très vite comprendre que la vue dans le film, en tout cas ce qu'on peut voir, est toujours sujet à caution. Et donc, l'ouïe devient très important pour essayer de trouver la vérité. Et là, la mise en scène le fait vraiment avec beaucoup de brio. Il y a un travail vraiment exceptionnel sur la bande-son, c'est très précis, assez fascinant même. Et l'autre grande qualité du film, outre cette mise en scène, il y a un sens du récit, il y a du suspense, mine de rien, c'est un film vraiment très prenant. Et la dernière grande qualité du film, c'est son acteur principal, c'est Adam Bessa, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres films d'art et scène, dans un film qui s'appelait Arca notamment. Il a joué dans un film d'une réalisatrice algérienne, bon, j'ai oublié le nom, mais le titre du film c'était Les Bienheureux. Il avait un second rôle, il était très bien dans ce film-là. Adam Bessa, c'est un franco-tunisien qui a aussi travaillé, il a fait des séries pour Netflix, aussi une série américaine pour Netflix. Et vous allez voir dans le film, vraiment, il est très impressionnant parce qu'il a un rôle, il ne parle pas beaucoup, il a un charisme fou et tout passe par son visage. Et son visage, c'est un petit peu, ça participe un peu du côté un peu mystérieux du film. C'est-à-dire qu'il a un masque, et puis on se dit, il est un peu impénétrable le masque, mais pas tant que ça. En fait, vous allez voir par moments, ça se fissure un peu, et ça laisse passer évidemment le trouble intérieur de cet homme qui est vraiment torturé au sens propre comme au figuré. Voilà, donc voilà, ça fait partie de on a vraiment retenu ce film, il y avait la force du sujet, il y avait la puissance de la mise en scène et la puissance d'incarnation liée à cet acteur qui est vraiment formidable. Donc voilà, c'est vraiment toutes les qualités pour faire que ce film méritait vraiment de figurer dans les 15 sans qu'on ait besoin de lui forcer un peu le passage comme on a pu le faire avec d'autres films. Alors juste 2-3 mots sur comment on fait la sélection. Après, une fois qu'on a le film vote, bon, c'est pas les 15 premiers qui vont se retrouver là-dedans. On va dire que les 10 premiers y sont, après on fait des petits arrangements. L'idée c'est de faire une sélection la plus variée possible. C'est-à-dire que, alors il y a à la fois les sujets, la nationalité des films, le genre du film, c'est bien qu'il y ait du documentaire, c'est bien qu'il y ait de l'animation, c'est bien qu'il y ait ce qu'on appelle le film de genre, polar, éventuellement fantastique, comédie. Et il y a aussi une question de durée, parce que si jamais on sélectionne que des films comme Los Delinquentes, un film formidable, film argentin qui fait 3h15, si je dis à Mathias et Théodora, on a les 15 films qui durent 3 heures, ils vont m'engueuler. Donc, parce que c'est compliqué à programmer, ça fait moins de séances, ça fait moins d'entrées. Voilà, donc on essaie toujours, quand on met un film long comme ça, on essaie d'en mettre un peu plus court pour compenser. Et d'essayer, voilà, quand même des films qui fassent moins de 2 heures le plus possible, même si cette année il y a quand même des films longs. Les Graines du Figuier Sauvage en particulier qui était long, il y a The Substance qui est assez long, mais voilà, on essaie quand même de panacher un petit peu tout ça. Et puis il y a aussi des histoires un peu plus politiques, voilà, faut essayer de satisfaire le plus de distributeurs possible. Donc les distributeurs sont des gens qui financent les films. En finançant le film, ils obtiennent les droits pour envoyer le film dans les salles de cinéma et ils se rémunèrent là-dessus, sur les entrées. Donc eux, ils sont très attendus. Ils aiment bien que leur film soit au Festival Télérama. Alors je ne sais pas combien de distributeurs en France, mais il y en a beaucoup plus que 15. Donc forcément, on fait des déçus, mais l'idée c'est de panacher le plus possible, qu'il y ait le plus de distributeurs possible. Voilà. Moi j'ai une dernière petite question, c'est le rapport de la sélection de chaque année avec la Palme d'Or de l'année. Parce que là, cette année, la Palme d'Or n'est pas présente dans la sélection. Parce qu'elle n'était pas très bonne, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on va dire 9 fois sur 10, il y a le film Palme d'Or. C'est vrai que là, depuis 2000, depuis les années 2020, il y a eu l'année Titane. On ne l'a pas pris parce que Titane, c'était quand même pas très bon. Sans filtre, a priori, il n'aurait pas dû y être, normalement. Mais là, c'est l'Association française des cinémas d'art et essai qui avait donné son prix à Cannes au film. Et voilà, ils m'ont fait comprendre quand même, ça serait pas bien si le film n'y était pas. Donc je dis bon, d'accord. Comme le film, il y a eu des gens de la rédaction qui l'ont défendu quand même, on avait fait un pour-contre.
moi je déteste le film, mais on l'a quand même sélectionné. Là cette année, Anora, qui n'est pas un film haïssable, loin de là, c'est un film plutôt sympa, mais moi je trouve assez mineur malgré tout, et quand même vraiment très en dessous des 15 qu'on a sélectionnés, donc il n'y a pas eu débat. Il y a peut-être eu un journaliste qui a voté pour, c'est tout, quoi. Donc il n'y a vraiment pas eu de débat, et le distributeur n'a pas râlé, on dit comment ça, vous n'avez pas pris la Palme d'Or? On dit non, on n'a pas pris la Palme d'Or. On a pris le Grand Prix du jury à Cannes, Oui. On a pris plusieurs films primés, The Substance, Emilia Pérez, tout ça c'est des films primés, mais on n'a pas pris la Palme d'Or parce que c'est pas un très grand film, et ce que tout le monde a dit à Cannes d'ailleurs, à part que la plupart des commentateurs, des gens qui avaient vu toute la sélection ont dit c'est un peu beaucoup quand même, Palme d'Or pour ce film. Le prix de l'interprétation féminine aurait été plus adapté. Voilà.